En 2019, le Parlement a adopté la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. La loi énonce des principes, applicables à l'échelle du pays, relativement à la fourniture de services à l'enfance et à la famille culturellement adaptés. Par exemple, le principe de l'intérêt de l'enfant doit être une considération fondamentale dans la prise de décision ou de mesure à l'égard d'un enfant autochtone. On y retrouve aussi le principe de la continuité culturelle, continuité qui est considérée comme essentielle au bien-être des enfants, des familles et des groupes, collectivités ou peuples autochtones. De plus, la loi affirme le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones, qui est reconnu et confirmé par l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. Elle précise que ce droit comprend la compétence d'adopter des lois en matière de services à l'enfance et à la famille. À cette fin, la loi établit un cadre à l'intérieur duquel les groupes, collectivités ou peuples autochtones peuvent exercer cette compétence. En outre, la loi prévoit comment ces dispositions et la compétence des peuples autochtones d'adopter des lois dans ce domaine interagiront avec d'autres lois. L'article 21 confère au texte législatif adopté par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone la même force que les lois fédérales. Enfin, le paragraphe 22.3 précise qu'il est entendu que les textes législatifs autochtones l'emportent sur toute disposition incompatible d'une loi provinciale. Après l'adoption de la loi, la procureure générale du Québec a demandé à la Cour d'appel du Québec de déterminer si la loi était ultra vires de la compétence du Parlement en vertu de la loi constitutionnelle de 1867. Dans l'avis qu'elle a formulé en réponse à cette question, la Cour d'appel a conclu que la loi était constitutionnellement valide, à l'exception de l'article 21 et du paragraphe 22.3, soit les dispositions qui donnent priorité aux textes législatifs des peuples autochtones sur les lois provinciales. Le procureur général du Québec et le procureur général du Canada ont tous deux interjeté appel de cet avis devant la Cour suprême du Canada. Le premier a plaidé, entre autres, que l'ensemble de la loi empiétait indûment sur certains domaines relevant exclusivement de la compétence des provinces, en vertu de l'article 92 de la loi constitutionnelle de 1867. Le deuxième a prétendu, lui, au contraire, que la loi constituait un exercice valide du pouvoir du Parlement de légiférer en vertu du paragraphe 91-24 de la loi constitutionnelle de 1867 sur les Indiens et les terres réservées pour les Indiens. La Cour suprême a rejeté l'appel du procureur général du Québec et a accueilli celui du procureur général du Canada. La loi n'est pas ultra vires de la compétence du Parlement en vertu de la Constitution du Canada. Dans un jugement unanime, donc, la Cour suprême a statué que la loi est dans son ensemble valide sur le plan constitutionnel. L'enjeu essentiel auquel s'attaque la loi consiste à protéger le bien-être des enfants, des jeunes et des familles autochtones en favorisant la fourniture de services à l'enfance et à la famille culturellement adaptés et, ce faisant, à favoriser le processus de réconciliation avec les peuples autochtones. Elle relève nettement du pouvoir de légiférer du Parlement en vertu du paragraphe 91-24 de la loi constitutionnelle de 1867. La Cour a qualifié l'article 21 de la loi de simple disposition d'incorporation par renvoi. Par le biais de l'article 21, le Parlement a validement incorporé par renvoi les textes législatifs avec leurs modifications successives des groupes, collectivités ou peuples autochtones en matière de services à l'enfance et à la famille. Quant au paragraphe 22.3, la Cour a affirmé qu'il constituait une simple reformulation législative de la doctrine de la prépondérance fédérale, doctrine suivant laquelle les dispositions d'une loi fédérale l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une loi provinciale. Tel que l'a souligné la Cour, selon ce cadre créé par la loi, les corps dirigeants autochtones et le gouvernement du Canada travailleront de concert en vue de remédier aux torts du passé et d'instaurer une assise solide pour des relations renouvelées de nation en nation en matière de services à l'enfance et à la famille. Décompte de la décision, donc, unanimité. La Cour a rejeté l'appel du procureur général du Québec et accueilli l'appel du procureur général du Canada.
Pour aborder ces très intéressantes et importantes questions, mes invités aujourd'hui, Maître Caroline Daniel, associée principale et gestionnaire de Debargis et Daniel. C'est une avocate spécialiste des questions de la jeunesse et de la famille. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Maître Ghislain Otis, le directeur du laboratoire de recherche sur la diversité juridique et les peuples autochtones, donc un spécialiste de ces questions des droits autochtones, des droits constitutionnels aussi, des droits de la personne. Maître Otis, bonjour. Bonjour. En jugeant que cette loi qu'on amenait devant elle, la Cour suprême dit qu'elle est constitutionnelle et s'appuie sur le fait que l'intérêt de l'enfant, c'est une considération absolument fondamentale dans la prise de décision, des mesures qui s'appliquent aux familles, à ceux qui s'occupent de ces enfants-là. Et elle confirme, la Cour suprême, le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des communautés autochtones. Alors, ce sont deux piliers fondamentaux de cet arrêt-là. Est-ce que c'est trop simplifié que de dire que, après, on verra comment ça peut s'appliquer ou pas, mais Maître Otis, effectivement, à la fois l'aspect constitutionnel, parce que ça reconnaît une autorité gouvernementale aux communautés autochtones, et le droit de l'enfant, c'est vraiment la base de cette réflexion de la Cour. En fait, la Cour suprême n'a pas consacrer l'existence d'un droit constitutionnel pour un peuple autochtone à exercer une autorité gouvernementale inhérente. C'était une question qui lui était posée, mais elle s'est abstenue d'y répondre. Elle a trouvé une autre voie juridique pour pouvoir valider une compétence autochtone d'adopter des textes législatifs en matière de service à la famille et à l'enfance. Mais elle n'a pas fondé cette compétence sur la Constitution. Elle l'a fondée sur une loi fédérale. Et pour le juriste, ceci est tout à fait capital comme distinction. Autrement dit, on a fait une chose, on a donné effectivement autorité aux communautés autochtones de partout au pays sur la manière de protéger les enfants, mais sans reconnaître qu'il s'agit d'un autre ordre de gouvernement, ce à quoi s'opposait complètement l'appel québécois, bien sûr. Ce que fait la Cour, c'est qu'elle reconnaît que la compétence autochtone n'est pas fondée sur un ordre gouvernemental qui existerait à l'extérieur du système juridique canadien, mais que cette compétence, elle se fonde sur une reconnaissance par le législateur du fait que, oui, une telle compétence existe probablement et voilà comment nous, on va organiser l'exercice de cette compétence. Mais est-ce que, dans le fond, la Cour suprême ne fait pas une chose sans la nommer? En fait, c'est que historiquement, avec la loi constitutionnelle de 1982 et la Constitution canadienne, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, l'article 91-24 donnait des pouvoirs au fédéral de faire cela. Et c'est nommément, et avec l'article 35 également de la loi constitutionnelle de 1982. Ce qui fait que le gouvernement aussi, avec tout ce qu'on a vu historiquement, vous avez en 2007 la Convention de règlement relativement aux pensionnats indiens, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en 2010, la Commission Vérité et Réconciliation de 2008 à 2015, et la Commission Vient au Québec également, qu'il ne faut pas oublier, de 2016 à 2019. Donc, il y a eu quand même des précédents. Et il y en a énormément d'autres, mais c'est que le fédéral s'est doté de partenariats, si vous voulez, avec des communautés autochtones, l'association des Premières Nations, avec des Métis, avec les Inuits, et a créé cette loi qui a été contestée constitutionnellement par le Québec. Et la Cour suprême, donc, est venue dire, bon, l'article, les meilleurs intérêts de l'enfant, ça se retrouve dans la Déclaration des Nations Unies, ça se retrouve dans notre droit civil, l'article 33, ça se retrouve dans la Constitution, ça se retrouve un peu partout. Donc, c'est pas cet arrêt qui fait en sorte qu'on reconnaît des droits du meilleur intérêt de l'enfant, c'est simplement de reconnaître des droits ancestraux et de dire que les Autochtones et le fédéral ont préséance sur les lois provinciales et territoriales en matière justement de service à l'enfance aux familles.
Sur la base du principe du respect de ses compétences, notamment en matière de santé, le Québec disait, écoutez, la protection des enfants comme des autres Québécois sur notre territoire, ça relève de notre compétence à nous. Vous n'avez pas, vous, Ottawa, à venir jouer dans cette cour-là, même si au départ, votre responsabilité par rapport aux communautés autochtones et à leurs résidents, elle est claire, elle est nette, on la reconnaît depuis le début de la Confédération. Donc, il y avait un arrière-plan à la défense du Québec dans ce dossier-là. Oui. Pour revenir sur la question de tout à l'heure, vous avez dit elle a fait quelque chose sans le dire. Ça m'a rappelé une formule que la Cour suprême utilise à plusieurs reprises dans son jugement. Elle dit, même si nous n'avons pas tranché aujourd'hui, nous n'avons pas décidé que un peuple autochtone jouit effectivement en vertu de l'article 35 qui consacre les droits ancestraux des peuples autochtones et qui a valeur constitutionnelle. Donc la Cour dit, même si nous n'avons pas à déterminer si oui ou non la Constitution fonde une compétence autonome pour un peuple autochtone, la compétence du Parlement fédéral relativement aux Indiens et aux terres réservées aux Indiens, qui est consacrée au paragraphe 24 de l'article 91 de la loi constitutionnelle de 1867, autorise Ottawa à faire comme si ce droit existait et à adopter un cadre législatif qui est fondé sur le postulat législatif que ce droit existe. Et à partir de là, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de déterminer est-ce que Ottawa peut validement mettre en place une loi relative à une compétence autochtone en vertu de son pouvoir législatif, qui est un fondement différent de l'article 35. Et c'est là où la Cour dit oui. Et pour revenir à ce que vous disiez, la Cour dit il est vrai que les provinces ont une compétence reconnue en matière de protection de la jeunesse. Ça a été consacré par la Cour suprême elle-même, dans une jurisprudence fort récente d'ailleurs. En même temps, le gouvernement fédéral est compétent au regard de la Constitution pour légiférer relativement aux Autochtones et aux aspects qui font partie du cœur de la spécificité autochtone. Et là, la Cour dit, il va de soi que les services à la famille, que l'intégrité de la famille et de l'enfance autochtone se rapportent à l'essentiel de la spécificité autochtone. Donc, ça relève d'emblée de la compétence fédérale. Alors, les juristes disent c'est un sujet qui revêt un double aspect. À la fois un aspect provincial, valide, et un aspect fédéral, valide. Donc, les deux ordres de gouvernement peuvent légiférer relativement à la même question, c'est-à-dire ici, la protection des enfants autochtones. Est-ce que, Maître Daniel, dans sa décision, avec toutes les nuances qu'on entend déjà là, dans votre discours, mais cette protection nécessaire des enfants autochtones au pays est mieux assurée qu'avant, parce que si le débat s'est transporté sur la scène nationale, ça n'est pas par hasard. Voilà. Toutes les enquêtes ont montré que ces enfants étaient mal ou sinon pas du tout protégés dans plusieurs cas. Voilà, leur surreprésentation dans l'adoption, etc., hors communauté, on n'a pas besoin de refaire tout le débat ici, mais ce sont toutes ces questions-là qui ont amené la cause devant les tribunaux. Donc, est-ce que l'enfant en sort mieux protégé aujourd'hui? Écoutez, justement, le Québec avait amené des modifications à la loi de la protection de la jeunesse. Donc, le 1er janvier 2018, il y avait eu des modifications à certains articles et l'ajout de certains articles comme 81.1, mais qui n'étaient pas allés assez loin, qui disaient que le tribunal, enfin, les acteurs en protection de la jeunesse se devaient d'informer la communauté de la date d'une audience concernant un enfant autochtone et devaient inviter les représentants de cette communauté-là à venir témoigner pour éclairer le tribunal. C'était pas assez loin. Là, ce que dit la Cour suprême, c'est non. Ces communautés autochtones ont le droit de créer leur propre législation, leurs propres institutions avec l'aide du fédéral. Et il va falloir qu'il y ait des accords avec le provincial, les territoires, etc. Mais ce qui amène évidemment un risque de conflit de loi, de conflit de juridiction. Pour y avoir travaillé donc en Abitibi-Témiscamingue et au Nunavik,
Il faut comprendre que si un enfant autochtone est placé pour sa protection dans est-ce qu'il va être placé dans un membre de la famille élargie? Parce qu'on n'a pas la même définition. D'ailleurs, la loi le dit, la définition de la famille est différente chez les autochtones. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de la communauté, quelqu'un d'une autre communauté, quelqu'un de Montréal, parce que l'enfant a besoin de soins qui ne se retrouvent pas dans les communautés, donc descend à Montréal, est placé temporairement ou en permanence dans une famille d'accueil autochtone, mais cri plutôt que inuit. Est-ce qu'on va devoir opter pour un droit, le droit de la protection de la jeunesse, la loi de la protection de la jeunesse au Québec, ou est-ce qu'il va y avoir d'autres législations, d'autres réglementations, parce qu'ils ont maintenant le pouvoir de réglementation. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des questions qu'on va devoir débattre. L'arrêt de la Cour suprême, Maître Otis, évoque le fait qu'il faut qu'il y ait équité. Il faut que les enfants autochtones dans le pays soient traités de façon équitable par rapport aux autres Canadiens, mais aussi entre eux. Avec des communautés aussi différentes, avec des ressources aussi différentes, des ententes qui auront été établies avec Ottawa sans ou avec la participation des provinces, autrement dit, autant de formules que de communautés et d'enfants. Est-ce qu'on peut imaginer que l'objectif recherché de l'équité par rapport à la protection des enfants puisse être atteint? Le concept d'équité, c'est un des très nombreux concepts enchâssés dans la loi fédérale. Je pense que ce qui a été soulevé tout à l'heure quant au risque inhérent à une pluralité de lois, une pluralité d'autorités compétentes a priori pour protéger les enfants, c'est un véritable problème et ça va mettre en cause aussi... je dis c'est un véritable problème. Non, c'est un défi. On va dire ça comme ça, parce qu'on n'a pas encore d'éléments empiriques qui nous permettent de conclure qu'il y a problème. Mais l'équité, écoutez, si ça signifie traitement équivalent des enfants sans égard à leur communauté, sans égard au régime normatif auquel ils sont assujettis, je pense que je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais je pense qu'il sera extrêmement important de comprendre que déjà, quand on a deux ordres de gouvernement, les conflits de compétences, les vides normatifs qui existent, ça peut soulever des problèmes. Là, on en a 3. Et ensuite, sur un même territoire, si par exemple une nation qui a 9 communautés, qui comporte 9 communautés, décide que chaque communauté aura son propre régime législatif, imaginez le portrait juridique un peu kafkaïen qui va en résulter. Et là, le risque qu'il y ait des vides, le risque qu'il y ait des angles morts, et que donc des enfants soient victimes de ce vide normatif, de cette carence normative, est augmenté. Moi, c'est l'aspect qui me préoccupe le plus. La loi fédérale, quand même, à mon avis, vient donner aux provinces ici un indice quant à ce qu'elles devraient faire lorsqu'il y a une situation d'urgence, qu'il y a une incertitude quant à savoir qui peut intervenir. On dit bien qu'on doit appliquer le principe de Jordan, c'est-à-dire le principe selon lequel un enfant ne doit jamais être victime d'un conflit de compétences. Cela, à mon avis, va justifier la DPJ provinciale de dire, voilà, ici, cet enfant a besoin d'une intervention immédiate. On a contacté les autorités autochtones. On ne sait pas trop si elles vont intervenir, mais nous, on va intervenir s'il le faut, parce que l'enfant ne peut pas être victime d'une incertitude eu égard aux limites entre les compétences des autorités provinciales et des autorités autochtones. Ça, c'est vraiment un enjeu. Si j'avais à identifier un défi, ce sera probablement le principal défi, en fait. Parce que, et pardonnez-moi, il y a des communautés, déjà, on le voit, qui, sur papier, adoptent des régimes extrêmement ambitieux, sans limite territoriale, parce que c'est un autre enjeu fondamental. On a dit... Enfin, il y a plusieurs questions. Où s'appliquent les lois autochtones? Sur quel territoire? La loi ne fixe aucune limite et techniquement, j'ai entendu des gens dire ça peut même aller au-delà de la province. Ensuite, à qui s'appliquent ces lois?
Ça demande, et qui va appliquer ces lois? Toutes ces questions ne sont même pas encore réglées. Alors, voilà, ça mais c'est inéluctable, je crois. On est dans la phase, peut-être douloureuse, de mise en place de cette trilogie gouvernementale, c'est-à-dire de cette relation triangulaire entre un ordre de gouvernement fédéral, un ordre de gouvernement provincial et un nouvel ordre de gouvernement qui surgit à l'horizon, qui reste encore un objet juridique largement non identifié, en quelque sorte, un OJNI, un objet juridique non identifié. Et là, il y aura une période de transition. On peut analyser cet arrêt à un niveau micro, et là, on entre dans les considérations sur lesquelles nous avons discuté jusqu'à maintenant. Coordination des textes, voilà. Mais il y a à un niveau macro, un niveau systémique, il y a des conséquences potentiellement très, très importantes à cette décision, eu égard à l'équilibre des pouvoirs au Canada, eu égard à la nature du fédéralisme canadien, puisque pour une des premières fois dans la jurisprudence au Canada, la Cour suprême autorise le pouvoir central à adopter des normes nationales contraignantes juridiquement, donc qui s'appliquent unilatéralement aux provinces, sans égard à leur consentement, sur des questions qui relèvent de leur souveraineté, c'est-à-dire la protection des familles et des enfants. Jusqu'alors, nous avions eu des normes nationales, bien sûr, dans le domaine de la santé, mais c'était toujours des normes nationales négociées parce qu'elles étaient fondées sur le pouvoir de dépenser. Et même là, qui avait toujours été l'objet de grandes querelles. Absolument. Ça a duré des années. Absolument. Ouais. Mais donc, les normes nationales en matière de santé, elles sont fondées juridiquement non pas sur une compétence fédérale de légiférer en matière de santé dans les provinces, mais sur le pouvoir de dépenser, qui n'est pas un pouvoir de légiférer. C'est le pouvoir de l'argent. Et ensuite, les provinces sont libres de refuser les subventions et donc d'appliquer leurs normes et leurs régimes sans aucune interférence de la part d'Ottawa. D'ailleurs, à l'époque du premier ministre Duplessis, il refusait les subventions du fédéral en disant « Laissez-nous tranquilles, on va faire nos trucs. » Ouais? Bon. Alors là, pour la première fois, on a des normes nationales qui ne sont plus négociables par les provinces, même s'il est question d'une matière qui relève de leurs compétences. Et là, on a validé ça d'une manière qui, à mon avis, n'a pas tenu compte du fait qu'on vient là, à mon avis, changer le curseur potentiellement en ce qui concerne les relations entre un pouvoir fédéral censé ne pas être un pouvoir ordonnateur, ne pas être un pouvoir hiérarchique par rapport au pouvoir des provinces, mais un pouvoir simplement égal, souverain. Et donc, on peut craindre là un précédent. Alors, on a validé, du coup, une intervention, la création d'un code national en matière de protection de l'enfance autochtone. La prochaine étape pourrait très bien être des normes nationales fédérales en matière d'éducation des enfants autochtones, de services à la santé, même de logement autochtone, pourquoi pas. Or, ce sont toutes des matières qui sont au cœur de la souveraineté des provinces. Et là, moi, je crains qu'on a ouvert une boîte de Pandore et ça, c'est le point le plus faible de cet arrêt, à mon avis. Et si, pas toutes, parce que c'est pas une obligation pour les communautés d'assumer ces nouvelles responsabilités qu'on leur reconnaît, mais plusieurs pourraient être tentés et seront probablement tentés de le faire, mais chacune dans des conditions différentes, je le disais. Est-ce qu'on risque pas de se retrouver devant une sorte de spaghetti législatif duquel on comprend rien, on n'arrivera jamais à saisir l'essence et surtout à atteindre l'objectif principal, je répète, c'était la protection de l'enfant et de leur famille. Est-ce que c'est pas ça aussi un risque énorme, Maître Otis, oui? La pluralité des normes, la pluralité des pouvoirs, c'est intrinsèque au mouvement historique d'autodétermination autochtone. Au nom de la simplicité et de l'efficience normative, on pourrait abolir des systèmes qui sont par essence complexes, comme le fédéralisme.
qui vise à établir un équilibre entre l'identité des différentes régions, entre les cultures régionales, entre le local, le national. C'est complexe. Et il y en a beaucoup à Ottawa qui rêvent constamment d'avoir des normes uniformes partout, from coast to coast, parce que ce serait tellement simple si on avait les mêmes. Et on a un petit peu ce réflexe quand on est face à cette complexité un petit peu angoissante, là, qui va nécessairement faire partie de l'apparition graduelle et progressive d'un troisième ordre de gouvernement. Les plaques tectoniques bougent. L'histoire va se faire sur ce front-là. Ce n'est qu'une question de temps. Nous le savons tous. Donc, je ne voudrais pas non plus insuffler un sentiment de panique inutile. Il y aura des complexités, il y aura des défis à relever. Et je crois qu'à partir du moment où les gouvernements non autochtones vont pleinement accepter la légitimité, l'égalité des gouvernements autochtones, là, je crois que cette dynamique de coordination, d'harmonisation des actions, cette chorégraphie intergouvernementale, elle va être plus facile et elle va venir progressivement. Pendant longtemps, en tout cas, on a fait du surplace pour ce qui est de la protection de ces communautés-là. Oui, et puis ils le réclament depuis longtemps. Même en 1982, il y avait des juristes autochtones de Colombie-Britannique qui écrivaient justement là-dessus. Le droit à l'enfance, les Métis ont longtemps voulu avoir leurs propres institutions autochtones. Il y en a il y a des Premières Nations qui ont déjà leur protection à l'enfance. Et il ne faut pas non plus véhiculer, même implicitement, des préjugés là, à l'égard des collectivités autochtones et de leur capacité à prendre en charge ces défis de gouvernance par nature complexes. S'il fallait un précédent pour rassurer les pessimistes, ce serait le précédent du peuple Atikamekw Néo-Siwak au Québec, qui avait déjà conclu dans le cadre de la loi québécoise une entente particulière lui permettant de prendre en charge la protection des enfants Atikamekw au Québec. Ils ont mis en place leur propre structure. Bien sûr, ça se faisait dans le cadre de la loi provinciale et les grands principes de la loi provinciale devaient être respectés par les acteurs et les intervenants Atikamekw. Mais ils ont réussi à mettre en place un régime hybride, biculturel, métissé, où on appliquait à la fois des normes autochtones et des normes occidentales. Et vous savez, il y a une étude qui a été faite. On a réduit de 85% le taux de judiciarisation des dossiers de placement des enfants. Pourquoi? Parce qu'on a adopté des approches plus inclusives, fondées sur la prise en charge de l'enfant par la famille élargie, sur la prévention et sur l'action qui visait à résoudre la racine du problème et non simplement le problème tel qu'il se manifestait à la surface. Et donc, une approche holistique, culturellement adaptée, qui, à mon avis, a été concluante. Donc, j'espère qu'on va retenir ce passage de mon propos parce que c'est vraiment important, là. Il ne faut pas croire que, parce qu'il y aura des défis à relever, que les communautés ne seront pas capables de le faire, de les relever. On va certainement le retenir et comme le fait que nous sommes dans une période d'accélération de cette partie-là de notre histoire collective. Parce que si on fait du surplace pendant très longtemps, là, il se passe beaucoup de choses en très peu de temps, d'où l'incertitude de la direction que tout ça va prendre. Mais ça fait partie de la beauté de la vie, ça c'est sûr. Je rappelle que nos invités étaient Maître Ghislain Otis, le directeur du laboratoire de recherche sur la diversité juridique et les peuples autochtones, et Maître Caroline Daniel, avocate et associée principale de Bargis et Daniel. Madame, monsieur, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie.